Je dirais que les interrogations de l'Europe de l'Est, elles viennent du fait que largement les capitales de nos partenaires est-européens s'étaient engagées du côté républicain très très fortement. Ils ont été soutenus, ils ont été influencés, ils ont été briefés par les néoconservateurs, par des lobbyistes comme Bruce Jackson qui était à Bucarest régulièrement, et que cette élection les déstabilise pour deux raisons. D'abord parce que c'est un démocrate et que les contacts républicains s'effacent, et ensuite aussi, ça n'est pas dit haut et fort, mais en voix off, et assez régulièrement, parce que c'est un président noir. Et il y a un facteur raciste extrêmement précis dans ce positionnement anti-Obama. Ensuite, je crois que ce qui les déstabilise et ce qui les préoccupe, c'est cette volonté de reprise forte d'un dialogue de Washington avec Moscou sur le grand dossier de la prolifération nucléaire, sur les dossiers concernant l'extension de l'OTAN. L'administration républicaine, encore lors du sommet de Bucarest au printemps 2008, était favorable à une extension tous azimuts, incluant l'Ukraine qui est pourtant neutraliste et la Géorgie par exemple. L'administration Obama freine et met une pause à cette politique d'extension systématique de l'OTAN en cherchant des données sécuritaires alternatives. Oui, si j'étais roumaine ou polonaise, si j'avais connu une relation lourde avec l'Union soviétique durant l'histoire de la guerre froide, je m'inquiéterais de la politique de Washington et de la politique de l'OTAN, même si ce n'est pas tout à fait équivalent, décision de Washington et décision de l'OTAN. La grande question est de savoir quelles sont les intentions russes réelles, c'est-à-dire quelle est la part de bluff dans la position des Russes parfois, quelle est la part de volonté de tenir l'honneur d'une façon un petit peu Potemkin, c'est-à-dire de façon décorative, et quelle est la part de nuisance possible. La part de nuisance, on la voit jouer dans les républiques séparatistes qui ont quitté donc la Géorgie depuis un an maintenant. La part de nuisance, on la voit dans le maintien de la présence russe en Transnistrie. Maintenant, sur les grands dossiers où il y a des intérêts communs, comme la lutte contre le terrorisme, le contrôle du nucléaire iranien, la Russie n'est plus nuisible, elle est très vraisemblablement apte à un dialogue avec Washington. Alors, quel sera le coût sécuritaire de ce dialogue et de cette entente pour des pays intermédiaires, des pays de la zone intermédiaire d'Europe centrale et orientale? On ne peut pas le dire encore au point actuel. Le dossier prioritaire n'est pas celui de l'Europe de l'Est en tant qu'Europe de l'Est. Et à juste titre, Obama en appelle à une responsabilité européenne. Je crois que là, il faut effectivement que les partenaires européens, l'Union européenne se secouent. On a intégré ces pays dans l'OTAN, on a intégré une partie de ces pays dans l'Union européenne. Ils sont membres de l'Union européenne, je pense à la Roumanie, à la Bulgarie. Les responsabilités maintenant, elles sont là. Et on peut très bien comprendre que face à une crise économique et politique interne à l'heure actuelle, au moment où on parle avec les difficultés qui sont celles d'Obama concernant l'application de ces réformes, au moment où l'enjeu guerrier c'est la situation en Afghanistan, on peut comprendre que sur ce dossier de la gestion de la sécurité, les Européens aient à jouer en première ligne, ce qu'ils ne font pas toujours. Et c'est le manque d'Europe qui amène ces partenaires est-européens à pousser un cri de demande vis-à-vis de Washington. Ils l'ont fait récemment à travers une lettre collective envoyée par 20 ex-présidents, ex-ambassadeurs de chacun des partenaires aux États-Unis, lettre adressée à Obama pour lui demander de ne pas en revenir aux faiblesses de Yalta, à l'époque devant l'Union soviétique. Ce n'est pas un dossier prioritaire, l'Europe de l'Est. Le dossier prioritaire pour Washington, c'est la Russie, mais le dossier devrait être prioritaire pour l'Union européenne.